Ses pieds s'arrêtèrent à terre avant que son esprit ne comprenne pourquoi. Autour de lui, le festival d'automne continuait comme si de rien n'était. La musique jouait toujours, les gens riaient toujours. L'odeur du maïs grillé flottait encore dans la brise. Mais Reed Ashford n'entendait plus rien de tout cela. Tout autour de lui s'estompait, sauf une chose, nette, indéniable. En bas, dans le coin du tableau que la petite fille venait de terminer, un moineau, petit, simple, juste quelques traits légers, mais sans équivoque. Car il y a 10 ans, la seule femme qui ait jamais empêché Reed de dormir, un homme qui tenait un empire entier entre ses mains, signait toujours son travail avec ce même moineau. Et cette femme avait disparu de sa vie sans un seul mot. Jusqu'à ce soir. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent la découvrir. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'une histoire réconfortante aujourd'hui. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer la suivante. Reed se fraya un chemin à travers la foule. Son épaule fendait les rires et l'odeur de la nourriture de rue sans même qu'il s'en aperçoive. Ses yeux étaient fixés dans une seule direction. La petite fille était assise sur un petit tabouret en plastique. Devant elle se tenait un vieux chevalet en bois, du genre bon marché vendu dans les magasins de fournitures scolaires. Sa main tenait un pinceau alors qu'elle terminait le portrait d'une femme d'âge moyen qui se tenait là, à la regarder. Le coup de pinceau était incliné, léger, tracé de gauche à droite. C'était une habitude que Reed reconnut aussitôt. Non pas parce que c'était beau, mais parce que c'était trop familier. Il s'arrêta à quelques pas de la fillette. Autour d'eux, la foule murmurait encore d'admiration. Quelqu'un applaudit doucement lorsqu'elle posa le dernier coup de pinceau. La femme du portrait sourit largement, sortit son portefeuille et déposa quelques pièces dans la petite boîte à côté du chevalet. La fillette hocha la tête en guise de remerciement, puis détacha la feuille et tendit le portrait à la femme. Reed attendit que la femme soit partie, puis il s'avança. « Qui t'a appris à dessiner cet oiseau? » Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait quelque chose dans la question qui fit lever la tête à la fillette et le regarder. Ses yeux étaient ronds, brillants, ni effrayés ni curieux, seulement directs. « Ma mère, » dit la fillette. Reed déglutit légèrement. « Comment s'appelle ta mère? » La fillette pencha légèrement la tête, le regardant comme si elle se demandait si elle devait répondre. Puis elle répondit simplement. « Joanna. » Ce nom traversa Reed comme un courant électrique. Il ne bougea pas. Son expression ne changea pas. Mais à l'intérieur de lui, tout venait de basculer. « C'est quand l'anniversaire de ta mère? » demanda à nouveau Reed, sa voix plus douce maintenant, comme s'il avait peur de la réponse. La fillette le regarda une seconde de plus. « Le 15 mars. » Reed resta immobile, complètement immobile. Autour de lui, la musique jouait toujours, la foule bougeait toujours, mais il n'était plus là. Il était dans un petit appartement 10 ans plus tôt, où une femme avait souri et dit « Souviens-toi de ce jour, quoi qu'il arrive, le 15 mars, ce jour-là, le même jour exactement. » La voix du présentateur retentit depuis la petite scène au milieu de la place, ramenant Reed au présent. Le concours de portraits passait à la phase de jugement. La fillette se leva, rangea soigneusement ses pinceaux dans la boîte et attendit. Et lorsque son nom fut appelé, Tessa Mercer, elle s'avança pour recevoir le prix. Une écharpe en laine faite à la main, de couleur crème, pliée avec soin dans un mince papier d'emballage. Tessa accepta l'écharpe à 2 mains. Elle ne rayonnait pas de joie. Elle ne sauta pas d'excitation. Elle hocha seulement la tête, puis serra l'écharpe contre sa poitrine, comme si elle protégeait quelque chose d'important. Reed la regarda descendre et retourner directement vers sa boîte de matériel de dessin. Il la suivit. « Cette écharpe, dit-il. C'est pour toi. » Tessa secoua la tête sans lever les yeux, ses mains repliant l'écharpe en un carré plus net. « C'est pour ma mère. L'anniversaire de ma mère est bientôt. » Reed regarda la fillette. 9 ans, peut-être 10, assise au milieu d'un festival bondé, dessinant des portraits d'inconnus pour gagner une écharpe en laine pour sa mère. Il prit une lente inspiration. « Peux-tu me laisser rencontrer ta mère? » Tessa leva les yeux cette fois. Elle le regarda droit dans les yeux sans ciller. « Ma mère m'a dit de ne pas suivre les inconnus. » La réponse vint rapidement, nettement, sans la moindre hésitation. Reed hocha la tête. Il n'insista pas. Il ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, il sortit une petite carte de visite de la poche de sa veste de costume,
la retourna et écrivit rapidement un numéro de téléphone au dos avec un stylo à billes. Puis il la lui tendit. Dis à ta mère que quelqu'un connaît l'histoire du moineau, dit-il. Si ta mère veut me rencontrer, qu'elle m'appelle. Tessa regarda la carte de visite, puis elle le regarda. La fillette ne demanda pas pourquoi. Elle ne demanda pas qui il était. Elle prit seulement la carte, la glissa dans la poche de son manteau, puis souleva sa boîte de matériel de dessin et se leva. Au revoir, dit la fillette. Puis elle se détourna, l'écharpe en laine soigneusement pliée à la main, et disparut dans le flot de gens qui se clairsemaient alors que le festival commençait à se terminer. Reed resta où il était. Il la suivit du regard jusqu'à ce que cette petite silhouette disparaisse complètement au coin de la rue. Puis il se retourna, marchant vers la voiture noire garée 2 rues plus loin. Pierce attendait, et ce soir, Reed le savait, allait être très long. Reed était assis sur la banquette arrière, la portière de la voiture bien fermée, les lumières du festival s'estompant déjà loin derrière dans le rétroviseur. Pierce était assis au volant, les 2 mains posées sur le volant, silencieux. Il ne posa pas de questions. Il ne demandait jamais quand Reed avait cette expression. Le téléphone reposait sur les genoux de Reed. L'écran était noir. Il le regardait comme un homme pourrait regarder une bombe qui n'a pas encore explosé. Puis il vibra. Numéro inconnu. Reed le prit, le porta à son oreille, mais ne parla pas le premier. L'autre bout de la ligne était silencieux aussi. Il n'y avait qu'une respiration, légère, irrégulière, comme quelqu'un qui essaie d'empêcher sa voix de se briser. Puis une voix de femme s'éleva, si basse que Reed dut pencher la tête pour l'entendre. « Qui êtes-vous » 3 mots, mais Reed entendit plus que 3 mots. Il entendit 10 ans compressés en une seule question posée par quelqu'un qui connaissait déjà la réponse. Il ferma les yeux une seconde. « Tu sais qui je suis, Joanna » Silence plus long qu'avant, plus lourd qu'avant. Reed entendit quelque chose à l'autre bout du fil et il ne pouvait pas dire si c'était une respiration ou le bruit de quelqu'un qui déglutit, mais cela portait quelque chose qu'il n'avait jamais entendu dans la voix de Joanna auparavant. La peur. Pas le genre de peur qui affaiblit. C'était la peur de quelqu'un qui a fui pendant 10 ans et qui sait maintenant que le passé vient de frapper à sa porte. Tessa m'a raconté, dit Joanna, sa voix se durcissant, comme quelqu'un qui vient de prendre une décision. À propos du moineau, à propos de l'homme qui a demandé mon anniversaire. Reed ne dit rien, il attendit. Venez ici. La voix de Joanna ne tremblait plus, froide, contrôlée, comme quelqu'un qui ouvre la porte à un ennemi parce qu'elle sait que la verrouiller ne l'empêchera pas d'entrer. Seule, Tessa n'est pas à la maison. Je l'ai envoyée chez Madame Miller. Elle lui donna l'adresse, clairement, lentement, un mot à la fois, puis elle raccrocha. Pas d'au revoir, pas d'autres questions. Elle mit simplement fin à l'appel. Reed baissa le téléphone, regarda droit devant lui. À l'intérieur de lui, tout changeait, mais à l'extérieur, il ne bougeait pas. Pierce le regarda dans le rétroviseur. Reed récita l'adresse. Pierce fit un léger signe de tête et mit le moteur en marche. La voiture s'éloigna de la partie lumineuse de la ville, s'engageant dans des rues plus étroites, plus sombres, où les lampadaires commençaient à se raréfier et les bruits du festival laissaient place au son du moteur sur la chaussée accidentée. Reed ne regarda pas dehors. Il regarda le téléphone, l'appel qui venait de se terminer, les 3 mots numéro inconnus sur l'écran. Pendant 10 ans, il l'avait cherché, avait engagé des gens, demandé partout, retourné chaque indice, et elle avait effacé toute trace si complètement que même les meilleurs hommes de son réseau n'avaient pas pu la trouver. Maintenant, elle l'avait appelé de son propre chef. Elle avait fixé les conditions. Elle lui avait donné une adresse. Et Reed comprit une chose avec une clarté totale. Joanna n'avait pas appelé parce qu'elle voulait le voir. Elle avait appelé parce qu'elle savait qu'il trouverait un autre moyen et elle préférait ouvrir la porte plutôt que de le laisser la défoncer lui-même. La voiture s'arrêta devant un vieil immeuble d'appartements dans le sud de la ville. La peinture s'écaillait. Reed ouvrit la portière et sortit. Puis il se tourna et regarda Pierce. « Attendez ici. » Pierce hocha la tête. Reed continua, dans l'obscurité, seul, exactement comme Joanna l'avait exigé. La cage d'escalier était étroite, chaque marche grinçant sous ses pieds. La lumière du couloir vacilla, s'éteignit un instant, puis se ralluma, juste assez pour que Reed voie les fissures le long des murs et la peinture écaillée que personne n'avait réparée depuis très longtemps. 3e étage, dernière porte au fond du couloir.
Reed s'arrêta. Il resta là une seconde, puis deux, et frappa. Deux coups, ni trop forts, ni trop faibles, assez pour que la personne à l'intérieur sache qu'il était arrivé. Des bruits de pas retentirent de l'intérieur, lents, plus lourds qu'ils n'auraient dû l'être pour une femme de 28 ans. Puis la porte s'ouvrit et Reed la vit. Joanna se tenait dans l'embrasure de la porte, une main agrippant toujours la poignée, l'autre pendant à son côté. Elle était plus mince qu'il ne s'en souvenait, beaucoup plus mince. Ses clavicules ressortaient nettement sous un vieux T-shirt. Son visage était plus creusé au niveau des joues. Sa peau était pâle sous la faible lumière. Mais ses yeux n'avaient pas changé. C'étaient toujours les mêmes yeux, vifs, méfiants et en colère. Pas le genre de colère qui éclate, mais le genre qui a été comprimé pendant 10 ans et qui repose maintenant immobile derrière un regard comme un couteau déjà sorti de son fourreau, mais pas encore brandi. Elle le dévisagea de la tête aux pieds. Costume sombre, chaussures en cuir, une montre qu'un mois de son salaire ne pourrait jamais acheter. Puis elle parla. « Entrez ». Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. La voix de quelqu'un qui voulait en finir le plus vite possible. Reed franchit le seuil. L'appartement était petit, propre, mais dépouillé. Le genre de dénuement qui appartient à quelqu'un qui ne garde que le strict nécessaire et jette tout le reste, puis il le vit. Sur le mur en face de l'entrée était accroché un petit tableau dans un simple cadre en bois. Deux chaises côte à côte dans un parc. Personne n'y était assis. Des feuilles jaunes étaient éparpillées sur le sol autour d'elle. Et dans le coin inférieur droit, le moineau. Reed s'immobilisa. Il se souvenait de ce tableau. Il se souvenait de l'après-midi où Joanna s'était assise par terre, les jambes repliées sous elle, la toile reposant sur ses genoux, peignant tout en lui parlant des deux chaises de Grant Park qu'elle croisait tous les matins. Les deux chaises sont toujours là, avait-elle dit. Mais je ne vois jamais personne y être assis en même temps. C'est triste. Puis elle avait souri et ajouté. Alors je les ai peintes, pour qu'au moins dans le tableau, elles s'aiment l'une l'autre. Elle avait terminé ce tableau le jour de son anniversaire, le 15 mars, et le lui avait offert. Tu l'as gardé, dit Reed, la voix basse. Ce n'était pas une question. C'était une confirmation. La confirmation qu'après tout, après 10 ans de disparition, après avoir effacé toute trace, après s'être enfui dans un appartement bon marché du sud de la ville où personne ne pouvait la trouver, Joanna avait toujours gardé ce tableau sur son mur. Joanna n'expliqua rien. Elle ne regarda pas le tableau. Elle ne le regarda pas regarder le tableau. Elle se tenait à côté de la petite table, les deux bras croisés sur sa poitrine, et lui demanda directement « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix ne tremblait plus comme au téléphone. Maintenant, sur son propre terrain, elle avait repris le contrôle. Ou du moins, elle voulait qu'il le croie. Reed se tourna pour la regarder, et pendant un instant, il ne vit pas l'appartement dépouillé, ne vit pas le mur écaillé, ne vit pas la vieille chaise ou la lumière jaune pâle. Il ne vit qu'elle, Joanna, après 10 ans, réelle, debout juste en face de lui, plus mince, plus faible, mais toujours elle. « Je veux savoir si tu vas bien, dit-il. Joanna le regarda. Son expression ne s'adoucit pas. Au contraire, elle se durcit, mais elle ne répondit pas à cette question. Pas dans cette partie, parce que ce qu'elle allait dire ensuite changerait tout. Joanna ne répondit pas tout de suite. Elle resta là, les bras toujours croisés sur sa poitrine, le regardant comme on regarde une personne qu'on s'est préparé à revoir 1000 fois en esprit et pour laquelle on n'a pourtant jamais été vraiment prêt. Puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire arboré par quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose de si absurde qu'il ne sait pas s'il doit être en colère ou plaindre son interlocuteur. « 10 ans, dit-elle. Pendant 10 ans, vous ne m'avez pas cherché, et maintenant vous êtes dans mon appartement, au milieu de la nuit, à me demander si je vais bien. » Reed ne recula pas. « Je t'ai cherché. » Joanna leva un sourcil, non pas de surprise, mais d'incrédulité. Reed continua, sa voix égale, ni défensive, ni suppliante, exposant seulement la vérité. « Je suis retourné à l'ancien appartement 3 semaines après ton départ. Le propriétaire a dit que tu avais déménagé et que tu n'avais pas laissé de nouvelle adresse. J'ai demandé aux gens que tu connaissais. Personne ne savait ou personne ne voulait le dire. » Il marqua une pause. « Tu as effacé tes traces plus proprement que quiconque j'ai jamais connu. Et j'ai connu beaucoup de gens doués pour disparaître. » Joanna écouta tout cela. Son visage ne changea pas.
comme si tout ce que Reed venait de dire était quelque chose qu'elle avait prévu depuis longtemps. Je les ai effacés parce que je voulais disparaître, dit-elle lentement, chaque mot clair. Tu sais pourquoi? Reed la regarda. Dis-moi. Joanna baissa les bras, non pas parce qu'elle était moins sur ses gardes, mais parce qu'elle se préparait à dire la chose qu'elle avait gardée en elle pendant 10 ans, et chaque mot pèserait plus qu'elle ne l'imaginait. Je sais qui tu es, Reed. Sa voix baissa d'un ton. Elle n'était plus froide. C'était maintenant autre chose. De la lassitude, de la déception, et tout au fond, une douleur qui s'était déjà transformée en cicatrice. Pas un restaurateur, pas un homme d'affaires. Je sais d'où vient ton argent. Je sais qui sont les gens qui t'entourent. Je sais pour les appels qui arrivaient à minuit, les voyages qui n'étaient jamais expliqués, les hommes qui venaient te voir avec des yeux que les gens ordinaires n'ont pas. Elle s'arrêta et prit une courte inspiration. Et je ne voulais pas que mon enfant grandisse au milieu de ces choses. Reed resta immobile, complètement immobile. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que tout ce qu'il s'était préparé à dire, chaque explication, chaque argument, venait d'être vidé de son sens par une simple vérité qu'il ne pouvait nier. Elle n'était pas partie parce qu'elle avait cessé de l'aimer. Elle était partie parce qu'elle avait peur de lui, peur de l'homme qu'il était, peur du monde qu'il avait choisi, et peur que si elle restait, l'enfant en elle grandirait et appellerait ce monde normal. Tu étais enceinte quand tu es parti, dit Reed. Ce n'était pas une question. C'était une prise de conscience qui venait de se mettre en place dans son esprit. Joanna ne hocha pas la tête. Elle ne secoua pas la tête. Elle le regarda seulement, et ce silence était la réponse. Reed sentit le sol basculer sous lui. Pas beaucoup, mais assez. Il fit un demi-pas en arrière. Non pas parce qu'il voulait partir, mais parce que son corps réagit avant que sa volonté ne puisse l'arrêter. Tessa, la fillette de 9 ans dessinant des portraits au festival. La fillette qui signait son nom avec le moineau. La fillette aux yeux exactement comme ceux de la femme debout en face de lui. « C'est ma fille », dit Reed doucement, s'adressant à peine à Joanna, mais à lui-même. Joanna serra la mâchoire. « C'est ma fille », répondit-elle. « Je l'ai mise au monde seule. Je l'ai élevée seule. Je lui ai tout appris seule. Tu n'étais là pour rien de tout ça, et c'était mon choix. » Chaque phrase était courte. Chaque phrase était finale. Chaque phrase fermait une porte. Reed la regarda, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne trouva aucune réponse. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'elle n'avait pas tort. Elle avait choisi de protéger son enfant de la seule manière qu'elle connaissait, en s'éloignant de l'homme qu'elle aimait le plus, parce qu'il était aussi l'homme le plus dangereux de sa vie. Et Reed, debout au milieu de cet appartement dépouillé avec le tableau des 2 chaises sur le mur et le moineau dans le coin inférieur, comprit que ce n'était pas une bataille qu'il pouvait gagner avec le pouvoir, avec l'argent ou avec des promesses. Parce que ce que Joanna craignait, ce n'était pas ce qu'il faisait. C'était lui. La pièce tomba dans le silence après ce que Joanna avait dit, mais ce n'était pas le silence d'une fin. C'était le silence qui précède le moment où tout se brise encore plus. Reed resta là, toujours incapable de trouver une réponse digne de la vérité que Joanna venait de lui présenter. Mais il ne partit pas, et cela rendit Joanna encore plus en colère. « Vous pensez avoir le droit de revenir ?» dit Joanna, sa voix s'élevant légèrement. Pas un cri, mais la voix de quelqu'un qui s'est forcé à rester calme trop longtemps et qui commence à perdre le contrôle. 10 ans, Reed. Pendant 10 ans, j'ai tout géré seul. Le loyer, les médicaments, la nourriture pour moi et ma fille, son éducation, lui apprendre à peindre, la faire croire que cette vie n'est pas aussi mauvaise qu'elle l'est vraiment. Et maintenant, vous entrez ici dans ce costume cher, regardant mon appartement comme si vous aviez pitié de moi, et puis vous me demandez si je vais bien. Reed prit une lente inspiration. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Alors pourquoi êtes-vous venu? Joanna s'avança d'un pas, ses yeux brillants d'une lumière qui n'était pas l'espoir, mais à cause de votre conscience. Parce qu'après 10 ans, vous vous êtes soudain souvenu qu'une femme vous a quitté, et maintenant vous voulez savoir pourquoi? Ou parce que vous venez de découvrir que vous avez une fille, et que maintenant cet instinct possessif qui est le vôtre commence à... Elle ne termina pas la phrase. Sa main droite se porta soudain à sa poitrine, comme si quelqu'un venait de lui planter un point dur dans le sternum de l'intérieur. Son visage devint pâle en un instant.
la couleur se retirant de sa peau comme l'eau se retire du rivage. Joanna vacilla, ses genoux fléchirent, et sa main gauche chercha le côté de la chaise mais glissa. Reed fut là avant qu'elle ne touche le sol. Il la rattrapa, une main soutenant son épaule, l'autre son dos, la tirant contre lui avec le réflexe d'un homme habitué à bouger plus vite que la pensée. Joanna. Sa voix était basse, urgente, mais pas paniquée. Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration courte, rapide, superficielle. Le genre de respiration de quelqu'un qui essaie d'inspirer de l'air alors que sa poitrine refuse de s'ouvrir assez pour le prendre. Une de ses mains agrippa le revers de sa veste de costume, ses doigts se resserrant jusqu'à ce que les jointures deviennent blanches. Non pas parce qu'elle voulait s'accrocher à lui, mais parce qu'elle ne pouvait plus se tenir elle-même. Reed regarda autour de lui rapidement. Sur l'étagère près de la cuisine, au-dessus de l'évier, il y avait un petit flacon de médicaments orange, le genre de flacon en plastique de pharmacie, avec un bouchon blanc presque vide. Il l'attrapa, l'ouvrit d'une main et en fit sortir une pilule. « Ouvre la bouche », dit-il doucement, plaçant la pilule contre ses lèvres. Joanna n'ouvrit pas les yeux, mais elle entr'ouvrit la bouche juste assez. Elle avala. Reed la tenait, sans bouger, sans rien dire de plus, la tenant seulement et attendant. Le temps passa si lentement qu'il pouvait entendre chaque battement de son cœur à travers le tissu de sa chemise. Rapide, irrégulier, comme un oiseau luttant dans sa poitrine. Puis il commença à ralentir, progressivement, un battement à la fois. Sa respiration devint plus longue, plus profonde. Ses épaules se détendirent, ses doigts sur son revers se desserrèrent ne le relâchant pas complètement, mais ne serrant plus. 1 minute, 2 minutes, peut-être plus. Reed ne compta pas. Joanna ouvrit les yeux, le regarda. Ses yeux étaient flous, fatigués, mais éveillés. Elle réalisa qu'elle était dans ses bras, réalisa que sa main agrippait toujours sa veste, et la première chose qu'elle dit, avant d'essayer de s'asseoir, avant de reprendre complètement son souffle fut « Ne le dis pas à Tessa. » Pas merci, pas je vais bien, rien sur elle-même, mais sa fille, l'enfant de 9 ans chez la voisine, probablement endormie maintenant, peut-être tenant encore l'écharpe en laine qu'elle venait de gagner, sans savoir qu'à quelques rues de là, sa mère venait de s'effondrer au milieu d'une dispute avec un homme qu'elle n'avait rencontré que ce soir. « Ne le dis pas à Tessa », répéta Joanna, sa voix faible mais claire, comme si c'était la seule chose qui comptait encore. Reed la regarda le flacon de médicaments presque vide sur l'étagère, regarda l'appartement que, jusqu'à un instant plus tôt, il n'avait vu que comme dépouillé et qu'il voyait maintenant différemment. Il vit une femme qui avait vécu pendant 10 ans à la limite de ses forces, tenant tout ensemble par la seule volonté, et maintenant cette volonté n'était plus suffisante. « Je ne dirai rien à personne », répondit Reed, la voix basse, puis il l'aida doucement à s'asseoir sur la chaise. Joanna le laissa faire, non pas parce qu'elle l'acceptait, mais parce qu'elle n'avait plus la force de refuser. Joanna s'assoupit sur la chaise peu de temps après. Ce n'était pas un sommeil normal. C'était le genre de sommeil qui vient quand le corps a été complètement vidé, s'éteignant sans attendre la permission de la volonté. Sa tête penchée sur le côté, une main reposant toujours sur sa poitrine, l'autre pendant mollement sur le bras de la chaise. Sa respiration était superficielle mais régulière, et sous la peau fine de son poignet, Reed pouvait encore voir le pouls, faible mais présent. Il s'assit en face d'elle sur la chaise en bois, à côté de la petite table à manger, les 2 mains posées sur ses cuisses, la regardant. L'appartement était si silencieux qu'il pouvait entendre le vieux réfrigérateur ronronner dans le coin de la cuisine et le bruit de l'eau qui goutte d'un robinet qui n'avait pas été complètement fermé. Reed ne dormit pas. Non pas qu'il ne soit pas fatigué, mais la scène qui venait de se produire se rejouait dans son esprit. La façon dont elle s'était effondrée, la façon dont ses doigts avaient agrippé sa veste, le flacon de médicaments presque vide, et la première chose qu'elle avait dite en se réveillant n'était pas pour elle, mais pour sa fille. Il se leva prudemment et se dirigea vers l'évier pour prendre un verre d'eau. La cuisine était petite, juste assez large pour qu'une personne puisse s'y retourner. En tendant la main vers l'étagère pour un verre, son coude effleura un petit tiroir à côté, un tiroir qui n'était pas complètement fermé, laissé ouvert de quelques centimètres. Ce n'était qu'un léger contact, mais c'était suffisant. Une pile de papier à l'intérieur glissa et tomba sur le sol de la cuisine.
Reed baissa les yeux. Des factures. Pas une ou deux, mais une pile épaisse, pliée mais pas proprement, superposée, fourrée dans le tiroir par quelqu'un qui ne voulait pas les voir mais n'osait pas les jeter. Il se pencha et les ramassa. La première page des frais de salle d'urgence, 4 mois plus tôt, un tampon rouge dans le coin supérieur droit, 2 mots en majuscules impayés. La deuxième page des analyses de sang, 5 mois plus tôt, également impayées. La troisième page, un échocardiogramme 6 mois plus tôt, impayé. Il continua de tourner les pages. Chacune était une autre visite que Joanna avait faite à l'hôpital, un autre examen, une autre ordonnance, un autre rendez-vous de suivi programmé puis manqué. Non pas parce qu'elle n'avait pas voulu revenir, mais parce qu'au bas de chaque facture, le total était supérieur à tout ce qu'une personne vivant dans cet appartement pouvait se permettre. En haut de la pile se trouvait une lettre, sans enveloppe. Le papier était usé au coin, les plis estompés à force d'être ouverts et fermés trop de fois. Une lettre de l'hôpital l'informant d'un suivi de cardiologie spécialisé. La date du rendez-vous était clairement décrite, 3 mois plus tôt. En dessous, une ligne en italique que Reed lut 2 fois. Il est fortement conseillé aux patients de revenir pour le suivi comme prévu. Tout retard dans le traitement peut entraîner de graves complications. Joanna savait. Elle savait qu'elle était gravement malade. Elle le savait depuis longtemps. Elle savait que chaque jour qui passait sans traitement affaiblissait son corps un peu plus, et elle avait choisi le silence. Non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Et entre traiter sa maladie ou nourrir son enfant, elle avait fait son choix. Reed se tenait dans la cuisine, la pile de factures à la main, et pour la première fois cette nuit-là, il ne ressentit pas de douleur, il ressentit de la colère. Pas contre Joanna, mais contre lui-même. Contre les 10 ans, contre le fait qu'il avait assez d'argent pour acheter tout l'immeuble, alors que la femme qu'il avait le plus aimée dormait dans cette vieille chaise avec un flacon de médicaments presque vide et une pile de factures qu'elle ne pourrait jamais payer. Il posa le verre d'eau sur la table, sortit dans le couloir, ferma doucement la porte derrière lui, sortit son téléphone, appela Pierce. La ligne sonna 2 fois. « Oui, monsieur. » La voix de Pierce était alerte, même s'il était maintenant 2h17 du matin. « Payez toutes les factures que je vais vous envoyer, » dit Reed, sa voix égale, n'offrant aucune explication. « Contactez l'hôpital Sainte-Marie et prenez le rendez-vous de suivi en cardiologie le plus tôt possible. Demain matin. » Une demi-seconde de silence à l'autre bout. Pas d'hésitation. Pierce mémorisait. Compris. Reed prit des photos de chaque facture, une par une, les envoya. Puis il replia la pile de papier, la remit dans le tiroir et repoussa le tiroir à sa place d'origine. Non pas pour les cacher, mais parce que le matin, quand Joanna se réveillerait, elle trouverait autre chose sur la table. Il retourna dans l'appartement, se rassit sur la vieille chaise, regarda Joanna dormir et attendit le matin. La première lumière du matin se glissa à travers le fin rideau, tombant en une longue bande sur le vieux plancher en bois. Joanna ouvrit les yeux lentement, flous au début, puis progressivement clairs. Elle était toujours allongée sur la chaise, une fine couverture sur son corps, une qu'elle ne se souvenait pas que quelqu'un ait placée sur elle. Puis elle le vit. Reed était assis sur la chaise en face d'elle, exactement au même endroit où elle l'avait vu pour la dernière fois avant de s'assoupir. Sa veste de costume était maintenant enlevée, pliée sur le dossier de la chaise. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude. Ses yeux étaient ouverts, alertes, la regardant droit dans les yeux. Il n'avait pas dormi de toute la nuit. Joanna le sut aussitôt. Elle essaya de se redresser, son corps raide d'être resté dans une mauvaise position pendant tant d'heures. Puis ses yeux tombèrent sur la table, sur la pile de factures. Elle les reconnut immédiatement car elle avait regardé ces pages des centaines de fois, les avait pliées, fourrées dans le tiroir, essayé de les oublier. Mais maintenant, elles étaient empilées sur la table, bien rangées, et sur chacune, dans le coin supérieur droit, où se trouvait auparavant le tampon rouge impayé, il y avait maintenant un tampon vert, 2 mots imprimés clairement, payés en totalité. Joanna regarda la pile de factures, puis Reed, puis de nouveau la pile de factures. Son visage changea. Pas de soulagement, pas de gratitude, mais de la colère. Le genre de colère plus profonde que tout ce qu'elle avait montré la nuit précédente. Parce que la nuit dernière, elle était en colère contre lui à propos du passé.
Et maintenant, elle était en colère parce qu'il venait de s'immiscer dans la partie de sa vie qu'elle avait le plus essayé de cacher. Vous n'aviez pas le droit de lire ça. Sa voix était rauque, faible après de la nuit, mais chaque mot était clair. Reed ne recula pas. Elles sont tombées, dit-il, et je ne pouvais pas faire comme si je ne les avais pas vues. Joanna serra plus fort le bord de la couverture sur ses genoux. Je n'ai pas besoin de votre argent. Les mots vinrent rapidement, fermement, comme une porte claquée. Le dernier refus. Joanna savait que c'était le dernier car il ne lui restait plus beaucoup de force pour le refuser à nouveau. Reed ne discuta pas. Au lieu de cela, il prit une feuille de la pile, la première, la lettre de l'hôpital, et la posa à part à côté des factures, directement devant Joanna. Tu sais que tu es gravement malade, dit-il, sa voix ni ne s'élevant ni ne baissant, seulement stable, comme s'il lisait une phrase que tous deux connaissaient déjà. Tu le sais depuis longtemps. Tu avais un rendez-vous de suivi et tu n'y es pas allé il y a 3 mois. Joanna regarda la lettre. Elle ne la prit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle en connaissait chaque mot. Elle l'avait lue trop de fois, l'avait pliée, ouverte, repliée, jusqu'à ce que les plis pâlissent et que le papier commence à se froisser au coin. Elle connaissait la ligne en italique au bas de la page. Elle savait à quel point les mots «graves complications» étaient lourds, et elle avait choisi de la pousser dans le tiroir avec les autres factures, car entre savoir quelque chose et avoir l'argent pour faire quoi que ce soit à ce sujet, il y a une distance qu'elle n'avait jamais pu franchir. Je n'avais pas le choix, dit-elle, sa voix plus basse maintenant. Reed la regarda. Maintenant, tu l'as. Joanna secoua légèrement la tête. Pas de déni, de l'impuissance. Vous ne comprenez pas. Alors aide-moi à comprendre, dit Reed. Joanna le regarda, et dans ses yeux, il y eut quelque chose qui se brisa. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, seulement une petite fissure dans la carapace qu'elle avait construite pendant 10 ans. Je ne veux pas vous devoir quelque chose, dit-elle. Je ne veux pas que Tessa grandisse en sachant que sa mère est restée en vie grâce à l'argent d'un homme comme vous. Je ne veux pas que ma fille croie que votre monde est le prix à payer pour rester en vie. Reed écouta chaque mot. Puis il parla, lentement, sans laisser sa voix devenir plus lourde que la sienne. Tu as le droit de me détester. Tu as le droit de ne pas vouloir me voir, mais Tessa a besoin de toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Joanna ne répondit pas, ne discuta pas, ne hocha pas la tête. Elle resta simplement assise là, regardant les factures qui avaient été payées, regardant la lettre de l'hôpital, regardant ses propres mains agrippant le bord de la couverture. Puis les larmes coulèrent silencieusement. Pas de sanglots, pas de son étouffé, pas d'épaules secouées, seulement des larmes glissant sur ses joues, tombant sur ses mains, tombant sur la fine couverture, tranquillement, comme quelque chose qui avait été retenu trop longtemps à l'intérieur, avait finalement débordé. Non pas parce qu'elle le permettait, mais parce qu'elle ne pouvait plus le retenir. Reed ne dit rien. Il ne s'approcha pas. Il ne la toucha pas. Il resta simplement assis sur la chaise en face d'elle. Et pour la première fois en 10 ans, il regarda Joanna pleurer. Et il comprit que ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un de faible. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait été fort pendant bien trop longtemps. Les larmes s'arrêtèrent avant que Joanna ne leur en donne la permission. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main, rapidement, décisive, comme quelqu'un en colère contre soi-même pour avoir laissé paraître quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Puis elle se redressa sur la chaise. Ses épaules se raidirent, sa mâchoire se serra, et Reed vit le mur se reconstruire, rapidement, familièrement, exactement comme Joanna le faisait toujours, tomber, puis se relever, et faire comme si elle n'était jamais tombée. Vous pensez que payer quelques factures change tout? Sa voix s'était à nouveau stabilisée. Pas de tremblement, pas de faiblesse, froide, claire et précise. Je suis parti parce que vous étiez un danger, parce que le monde dans lequel vous vivez est un danger, parce que les gens qui vous entourent, les choses que vous faites, l'argent que vous gagnez, tout cela est un danger. Elle le regarda droit dans les yeux. Est-ce que ça a changé? Cette question n'était pas destinée à recevoir une réponse de sa part. C'était une déclaration. Joanna lui disait que peu importe le nombre de factures qu'il payait, peu importe s'il restait assis ici toute la nuit,
Peu importe s'il appelait les meilleurs médecins de la ville, le cœur du problème restait le même. Il était toujours qui il était, et il était lui-même la raison pour laquelle elle était partie. Reed ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, puis baissa les yeux sur ses propres mains. Ses doigts étaient entrelacés sur ses genoux, calmes en apparence, mais plus serrés qu'elle ne le réalisait. La pièce était silencieuse. Le réfrigérateur ronronnait toujours dans le coin de la cuisine. La lumière du matin s'était intensifiée, jetant tout dans un relief plus net. Chaque fissure dans le mur, chaque plaque de peinture écaillée, chaque marque d'une vie qui avait essayé de toutes ses forces et qui avait tout de même échoué. Puis Reed parla, lentement, un mot à la fois. Non pas parce qu'il les choisissait avec soin, mais parce que pour la première fois depuis très longtemps, il disait la vérité sans aucune armure autour. Non. Un seul mot, Joanna ne bougea pas. Je suis toujours cet homme, continua Reed. J'ai fait des choses que personne ne devrait faire. Je sais dans quel genre de monde je vis. Je sais qui sont les gens qui m'entourent. Et je sais que ce monde n'est pas un endroit pour toi. Encore et moins pour Tessa. Joanna le regarda. Elle attendit. Au moins attendait le mais. Parce que les hommes comme Reed avaient toujours un mais. Toujours une raison de se justifier. De retourner les choses. De faire passer le mal pour le bien par la logique. Elle s'était déjà préparée à repousser ce « mais ». Elle s'était déjà préparée à dire non à nouveau, plus fermement, plus définitivement, pour mettre fin à cette conversation et le pousser hors de l'appartement, hors de sa vie, pour toujours. Mais sais-tu ce qui est pire qu'un homme comme moi? Dit Reed, et sa voix était maintenant différente de tout ce qu'elle avait entendu de lui la nuit précédente. Plus de retenue, plus de contrôle, plus de ce calme d'un homme habitué à tout garder entre ses mains. Sa voix se brisa, seulement légèrement, mais assez. Un homme comme moi qui regarde la femme qu'il aime s'affaiblir de jour en jour et qui se détourne. Il s'arrêta. Je ne peux pas faire ça. Joanna ne dit rien. Le mais qu'elle attendait était venu, mais ce n'était pas celui auquel elle s'était préparée. Elle s'était préparée à une excuse, à une promesse vide, à quelque chose comme « mais j'ai changé » ou « mais je te protégerai ». Elle ne s'était pas préparée à ce que Reed la regarde droit dans les yeux et dise qu'il savait qu'il n'était pas bon, qu'il n'essayait pas de s'améliorer à ses yeux, qu'il n'essayait pas de masquer qui il était, juste se tenir là, exactement tel qu'il était, et dire que quoi qu'il soit, il ne pouvait pas s'en aller. La pièce resta silencieuse, assez longtemps pour que la lumière du matin se déplace plus loin sur le sol, assez longtemps pour que Joanna ravale ce qui était coincé dans sa gorge. Assez longtemps pour qu'elle réalise que chaque mur qu'elle avait construit, chaque raison qu'elle avait préparée, chaque refus qu'elle avait répété dans son esprit pendant 10 ans, aucun d'eux n'avait été conçu pour se défendre contre l'honnêteté, parce que Joanna pouvait résister au pouvoir. Elle pouvait résister à l'argent. Elle pouvait résister aux promesses, au contrôle, à tout ce que Reed représentait. Mais elle ne savait pas comment résister à un homme qui la regardait et disait « Je sais que je ne mérite pas ça, mais je ne peux pas partir. » Reed parla de nouveau, sa voix plus basse maintenant. « Tu n'as pas à me pardonner. Je ne suis pas venu ici pour demander le pardon. » Il la regarda. « Tu n'as pas à me reprendre. Je ne demande pas ça. » Puis il dit la dernière chose. Et celle-ci portait plus de poids que tout le reste. « Tu dois juste vivre. Tessa a besoin que tu vives. » Joanna ferma les yeux, non pas parce qu'elle voulait pleurer à nouveau. Elle n'avait plus de larmes pour ça, mais parce qu'elle avait besoin d'une seconde pour que ce nom, Tessa, se mette à la bonne place dans sa poitrine, l'endroit où toutes les décisions les plus importantes commençaient. Tessa, la fille qu'elle avait mise au monde seule dans un hôpital public, la fille à qui elle avait appris à dessiner avec des crayons bon marché sur du papier recyclé, la fille qui s'asseyait au festival pour dessiner des portraits d'inconnus afin de gagner une écharpe en laine pour l'anniversaire de sa mère. L'enfant de 9 ans aux yeux plus vieux que son âge. Si Joanna refusait maintenant, si elle repoussait Reed une fois de plus, si elle choisissait la fierté plutôt que le traitement, alors la personne qui en supporterait les conséquences ne serait pas elle. Ce serait Tessa. Et Joanna pouvait tout supporter dans ce monde. Tout, sauf laisser sa fille en payer le prix à sa place. Elle ouvrit les yeux, regarda Reed pendant un long moment, sans chercher, sans juger, seulement en regardant.
comme quelqu'un qui prend une décision finale sans avoir besoin d'une information de plus. Seulement cette fois, dit-elle. Sa voix était calme, fatiguée, mais claire. Reed hocha la tête. Seulement cette fois. Aucun d'eux ne dit rien de plus. Ils n'en avaient pas besoin, parce que tous deux savaient que seulement cette fois ne signifiait pas le pardon. Cela ne signifiait pas un retour en arrière. Cela ne signifiait pas que tout irait bien. Cela signifiait seulement qu'aujourd'hui, ce matin, dans le petit appartement du sud de la ville avec la lumière du matin, se glissant à travers les fins rideaux, Joanna choisit de ne plus refuser. Et pour Reed, c'était suffisant. Pas tout, pas encore, mais assez pour commencer. Reed appela Pierce alors que la pleine lumière du matin s'installait sur la ville. La voiture arriva en 10 minutes. Joanna ne dit rien pendant qu'elle se préparait. Elle alla dans la salle de bain, se lava le visage, changea de chemise et se brossa les cheveux soigneusement en arrière. Chaque mouvement était lent, prudent avec ses forces, mais délibérément composé, comme quelqu'un qui refusait d'entrer dans un hôpital en ayant l'air d'un patient. Quand elle sortit, Reed était déjà debout près de la porte. Il ne la pressa pas. Il ne lui demanda pas si elle était prête. Il ouvrit seulement la porte et s'écarta. Joanna passa devant lui, descendit les escaliers et sortit. Elle ne regarda pas en arrière. La voiture était garée juste devant l'immeuble. Pierce se tenait à côté, ouvrant la portière arrière. Ses yeux ne croisèrent ceux de Joanna qu'une seule fois avant de se détourner à nouveau. Sans expression, curieux de rien. Exactement comme un homme apprend à l'être quand il sait qu'il ne faut pas demander ce qui n'a pas besoin d'être demandé. Joanna monta sur la banquette arrière. Reed s'assit du même côté, mais laissa assez d'espace entre eux pour que ni l'un ni l'autre n'essaie de le combler. Pierce quitta le sud de la ville. Les rues de Chicago au petit matin étaient plus calmes que la nuit, mais jamais vraiment immobiles. Quelques voitures passaient en sens inverse. Les feux de circulation clignotaient en jaune aux intersections. Le soleil était monté assez haut pour frapper directement les vitres, et Pierce baissa le pare-soleil sans qu'on ait besoin de le lui dire. Joanna regardait par la vitre. Ses yeux suivaient les bâtiments qui s'éloignaient derrière eux. Des immeubles d'appartements usés du sud de la ville aux rues plus larges et plus propres, où les vitrines commençaient à s'illuminer et où les piétons apparaissaient sur les trottoirs avec des tasses de café à la main. Deux mondes, séparés par 10 minutes de route. Elle ne dit rien. Reed ne dit rien non plus. Entre eux, il n'y avait que le bruit du moteur et la distance d'une main sur le siège en cuir. Mais cette distance pesait plus lourd que 10 ans. La voiture s'arrêta devant l'hôpital Sainte-Marie, un hôpital privé, un bâtiment de verre et d'acier, impeccable, silencieux. Le genre d'endroit où les patients sont appelés par leur nom et non par leur numéro. Joanna regarda le bâtiment à travers la vitre de la voiture. Elle ne sortit pas tout de suite. « Je déteste les hôpitaux, dit-elle. » Sa voix était légère. Pas une plainte, seulement la vérité. Reed ouvrit la portière de son côté, sortit, fit le tour jusqu'à la sienne et l'ouvrit. « Je sais, dit-il. » Joanna le regarda, puis elle regarda sa main tenant la portière de la voiture ouverte. Il ne lui proposa pas de l'aider à descendre. Il ne tendit pas la main vers elle. Il tenait seulement la porte et attendait. Elle sortit. Ses pieds touchèrent le trottoir et elle sut aussitôt que ses genoux n'étaient pas aussi stables qu'elle le voulait. Son premier pas vacilla, seulement légèrement. Mais assez pour que Reed le remarque. Il se plaça à côté d'elle. Il ne lui prit pas la main. Il ne posa pas de main dans son dos. Il marchait seulement à côté d'elle, assez près pour que si elle se penchait, son épaule soit la première chose qu'elle touche, assez loin pour qu'elle puisse encore marcher seule. Ils passèrent les portes vitrées automatiques. L'air frais de l'intérieur les enveloppa, portant la légère odeur d'antiseptique et ce silence particulier que les hôpitaux ont. Le genre de silence qui ne vient pas de l'absence de son, mais du fait que chaque son est maintenu aussi bas que possible. Joanna entra. Son dos était droit, son menton légèrement relevé, ses pas essayant de rester réguliers. Elle entrait dans l'endroit qu'elle détestait le plus au monde, et elle y entrerait en se tenant droite. Reed marchait à côté d'elle, silencieux, ne menant pas, ne suivant pas, seulement à côté d'elle. Et dans la petite distance entre son épaule et la sienne, quelque chose commençait à prendre forme. Pas encore la confiance, pas le pardon, seulement la présence. Ils marchèrent en côte à côte plus loin à l'intérieur, et les portes vitrées se refermèrent derrière eux.
laissant le bruit de la ville à l'extérieur. La chambre d'hôpital était au 4e étage, au bout du couloir est, assez silencieuse pour que Joanna puisse entendre le bruit de ses propres chaussures sur le carrelage en entrant. Un seul lit, des draps blancs, un oreiller blanc, une petite table de chevet, une chaise près de la fenêtre. Les rideaux étaient ouverts pour laisser entrer la lumière du matin, propre, ordonné et distant au point de paraître presque indifférent. Joanna s'assit sur le bord du lit, les deux mains posées sur ses genoux, laissa ses yeux parcourir la pièce une fois, puis cessa de regarder. Une infirmière entra, attacha une perfusion au dos de sa main gauche, douce et professionnelle. Joanna ne regarda pas l'aiguille entrer dans sa peau. Elle regarda par la fenêtre. Reed se tenait près de cette fenêtre, le dos près du mur, les deux mains dans les poches de son pantalon, silencieux. Il ne s'assit pas. Il ne s'approcha pas du lit. Il se tenait simplement là, au bord de la pièce, comme un homme habitué à observer sans intervenir jusqu'à ce que cela devienne nécessaire. Le médecin entra environ 20 minutes plus tard. Il tira une chaise à côté du lit, ouvrit le dossier dans ses mains et commença à poser des questions. Quand la douleur thoracique a-t-elle commencé? Il y a longtemps, dit Joanna. Qu'est-ce qu'un longtemps? Quelques semaines? Quelques mois? Quelques mois? Combien de mois? Joanna resta silencieuse un instant. 6, peut-être 7. Le médecin le nota. Avez-vous pris des médicaments? Oui, chaque fois que j'en avais. Que signifie chaque fois que j'en avais? Joanna le regarda pour la première fois. Cela signifie chaque fois que je pouvais me permettre de les acheter. L'expression du médecin ne changea pas, mais son stylo s'arrêta sur le papier une seconde avant de continuer à écrire. Il posa d'autres questions sur ses antécédents familiaux, sur son alimentation, sur son sommeil. Joanna répondit à chaque question, brièvement, exactement, pas plus que ce qui avait été demandé. Le genre de réponse donnée par quelqu'un qui ne voulait pas être là, mais qui avait promis de rester. Le médecin vérifia sa tension artérielle, écouta son cœur et ses poumons, et ordonna d'autres analyses de sang et un échocardiogramme. Joanna le laissa tout faire sans protester, mais sans coopération non plus. Elle était assise là comme quelqu'un qui endure quelque chose, pas comme quelqu'un qui cherche un traitement. Reed observa tout cela depuis le coin de la pièce. Il n'intervint pas. Il ne répondit pas pour Joanna. Il ne l'incita pas à en dire plus. Il écouta seulement et mémorisa. Après environ 45 minutes, le médecin se leva. Il regarda Joanna. « Je reviendrai quand les résultats seront là. » Puis il sortit. Reed le suivit. La porte de la chambre se ferma. Joanna s'allongea contre l'oreiller, les yeux fixés au plafond, et pour la première fois ce matin-là, elle laissa échapper une longue respiration qui était réelle. Dehors dans le couloir, le médecin s'arrêta à quelques pas de la porte. Il n'adoucit pas les choses. « Son état est bien pire que ce que montrait l'ancien dossier, dit-il, sa voix assez basse pour que seul Reed l'entende. La valve est gravement endommagée. Le muscle cardiaque est affaibli et le fait de ne pas avoir de traitement constant pendant des mois a considérablement aggravé la situation. » Reed le regarda. « De quoi a-t-elle besoin? » « Une opération chirurgicale, dit directement le médecin. Un remplacement de valve. Ce n'est plus une question de médicaments et de surveillance. Si elle ne subit pas d'opération, son cœur ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. » L'expression de Reed ne changea pas, mais sa mâchoire se serra. « Combien de temps? » « Je ne veux pas deviner, dit le médecin, mais le temps n'est pas de son côté. » Reed fit un léger signe de tête. « Quand l'opération peut-elle avoir lieu? »« Dans 2 jours. Nous devons stabiliser quelques chiffres de plus avant de l'emmener en salle d'opération. Mais il y a une condition. » Reed attendit. Elle doit y consentir. Reed regarda la porte fermée de la chambre d'hôpital. Derrière elle se trouvait la femme qui l'avait refusé toute la nuit. Refuser l'aide, refuser l'hôpital, refuser d'admettre qu'elle n'allait pas bien, mais aussi la femme qui, ce matin-là, avait dit « seulement cette fois » et était montée dans la voiture. « Je vais lui parler, » dit Reed. Le médecin hocha la tête et s'éloigna. Reed resta un peu plus longtemps dans le couloir. Pas longtemps, juste assez pour organiser dans son esprit la façon dont il dirait ce qu'il allait dire, car Joanna n'était pas le genre de femme à accepter de mauvaises nouvelles enrobées de sucre. Elle avait besoin de la vérité, nue, sans faire. Il ouvrit la porte. Joanna ne se redressa pas. Elle était allongée là,
les yeux au plafond, mais quand il entra, elle parla sans tourner à la tête. J'ai déjà vu votre visage, dites-le. Reed tira la chaise plus près du lit, s'assit. Ton cœur a besoin d'une opération, dit-il, sans adoucir, sans enrober. Un remplacement de valve. Le médecin a dit que si tu ne le fais pas, il ne te reste pas beaucoup de temps. Joanna resta silencieuse. Ses yeux restaient fixés au plafond, mais sa main, celle sans la perfusion, se serra sur le bord du drap. Est-ce nécessaire? Demanda-t-elle. Il n'y a pas d'autre choix, dit Reed Cohen. Joanna tourna la tête et le regarda. Ses yeux ne contenaient ni colère ni peur, seulement de l'épuisement, un épuisement jusqu'à la moelle. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Reed la regarda. Tu as 2 jours. Joanna ne répondit pas. Elle se retourna vers le plafond, mais sa main ne lâcha pas le drap. Et Reed comprit que j'ai besoin de réfléchir, venant de Joanna, n'était pas la même chose que non, comme cela l'avait été auparavant. Cela ressemblait plus à une personne au bord d'une falaise, sachant qu'elle devait sauter, mais ayant besoin d'une dernière respiration avant de faire le pas. Joanna accepta l'opération l'après-midi suivant. Elle ne dit pas « d'accord » ou « j'accepte ». Elle hocha seulement la tête lorsque le médecin le lui demanda une dernière fois. Un petit signe de tête, bref, comme quelqu'un qui signe son nom sur quelque chose qu'elle ne voulait pas entièrement mais qu'elle savait nécessaire. L'opération était prévue pour le lendemain matin. Cette nuit-là, l'hôpital plongea dans le genre de silence que seul un hôpital possède. Pas un vrai silence car les machines sonnaient encore, les lumières du couloir brûlaient encore, les infirmières allaient et venaient encore. Mais tout existait à une fréquence plus basse, comme si tout le bâtiment respirait à un rythme partagé, lent, régulier, et rappelant involontairement à tout le monde à l'intérieur que le temps passait encore. Joanna était allongée dans le lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Elle ne dormait pas, pas à cause de la douleur. Les médicaments avaient maintenu la douleur à distance, mais parce que son esprit ne s'arrêtait pas. Reed était assis sur la chaise près de la fenêtre. Sa veste de costume était enlevée depuis longtemps, pliée sur le dossier de la chaise. Les manches de sa chemise étaient retroussées au-dessus de ses coudes. Sa cravate avait été enlevée, enroulée et posée à côté de la veste. Sous la faible lumière de la chambre d'hôpital, il ne ressemblait pas à l'homme en charge de quoi que ce soit. Il ressemblait à un homme de 33 ans qui était fatigué, qui n'avait pas dormi depuis 2 nuits d'affilée et qui était assis dans un hôpital à cause de la femme allongée à 3 pas de lui. « Vous ne dormez pas ?» demanda Joanna sans tourner la tête. « Non, » dit Reed. Silence. Le moniteur cardiaque continuait de sonner à son rythme régulier. Puis Joanna demanda, sa voix plus légère maintenant, comme si cette question avait vécu dans son esprit pendant longtemps, mais n'avait trouvé sa sortie que ce soir. « 10 ans. Avez-vous déjà cherché quelqu'un d'autre? » Reed la regarda. Elle fixait toujours le plafond. « Non, dit-il. » Joanna cligna des yeux. « Pourquoi? » Reed ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. Chicago la nuit, les lumières toujours allumées, la ville toujours éveillée. Mais depuis le 4e étage d'un hôpital, tout en bas semblait plus loin et plus petit que ce n'était vraiment. « Parce que je n'ai jamais fini de te chercher, dit-il. » Joanna ne réagit pas tout de suite. Elle resta immobile. Puis elle tourna son visage de l'autre côté, vers le mur blanc, et Reed ne sut pas ce qu'elle cachait sur son visage. Mais il ne demanda pas. Il y avait des choses que Joanna devait garder pour elle. Il respectait ça. Le silence s'étira. 1 minute, 2 minutes. Puis Joanna parla, sa voix basse et lente, comme quelqu'un qui ouvre une porte, qui a été verrouillée pendant très longtemps et dont les charnières ont rouillé. « J'ai accouché dans un hôpital public du sud de la ville, dit-elle. Seule. Personne n'était dans la salle d'attente. Personne n'a appelé pour demander comment j'allais. Une infirmière m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un, et j'ai dit non, parce qu'il n'y avait personne à appeler. » Reed resta assis, immobile, écoutant. « Tessa pesait 3,2 kilos à la naissance, » continua Joanna. « Petite, le médecin a dit qu'elle avait besoin de quelques jours de surveillance supplémentaire. Je suis resté à l'hôpital pendant 3 nuits, la regardant dormir dans l'incubateur, et je me suis dit que si c'était le prix à payer pour t'avoir quitté, alors je le paierais. Je paierais n'importe quel prix. » Elle s'arrêta, prit une inspiration, légère, superficielle, familière. « Quand elle a grandi, je lui ai appris à dessiner,
Non pas parce que je voulais qu'elle devienne une artiste, mais parce que je n'avais pas d'argent pour acheter des jouets, et les crayons et le papier étaient les choses les moins chères que je pouvais lui donner. Puis elle a vraiment aimé dessiner. Elle était meilleure que ce à quoi je m'attendais. Elle dessinait tout, les gens qui passaient, les chats errants dans la ruelle, son professeur à l'école. Et un jour, elle m'a demandé pourquoi je peignais toujours le moineau dans le coin de chaque tableau. Je lui ai dit que chaque artiste a besoin de sa propre marque, quelque chose qui permet aux gens de savoir d'un coup d'œil que l'œuvre lui appartient. La mienne était le moineau. Elle a hoché la tête, et à partir de ce jour, elle a aussi signé ses dessins avec le moineau. Johanna tourna son visage vers le plafond. Elle ne sait pas ce que ce moineau signifie. Elle sait seulement que sa mère le peint, alors elle le peint aussi. Mais moi, je sais. Chaque fois que je la vois signer cette marque dans le coin d'un dessin, je me souviens de toi et je déteste ça. Reed ne dit rien, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que tout ce qu'il aurait pu dire à ce moment-là aurait été plus petit que ce qu'elle venait de partager. Joanna continua. Les nuits où ma poitrine me faisait mal, je restais immobile. Je n'osais pas tousser. Je n'osais pas me retourner parce que Tessa dormait à côté de moi, et si je bougeais trop, elle se réveillerait. Et si elle se réveillait, elle poserait des questions, et si elle posait des questions, je devrais mentir, et je lui ai déjà assez menti. Elle ferma les yeux, les rouvrit. Je lui ai dit que son père était un homme bon qui avait dû partir loin. Je lui ai dit que nous allions bien. Je lui ai dit que maman n'était pas malade, seulement fatiguée. Chaque mensonge était destiné à la protéger, mais chacun d'eux m'enlevait un petit morceau de moi. Silence. Long. Reed la regarda et, plus clairement que jamais, il ne vit pas la femme têtue qui avait tout refusé, mais la femme qui s'était tenue seule au milieu de tout pendant 10 ans et qui était maintenant trop fatiguée pour le cacher. Tu es plus courageuse que quiconque j'ai jamais connu, dit-il. Sa voix était basse, pas un éloge. La vérité. Johanna secoua légèrement la tête contre l'oreiller. Je ne suis pas courageuse, dit-elle. Je n'avais juste pas d'autre choix. Reed se pencha en avant sur la chaise. Maintenant, tu en as un. Johanna le regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, plus de peur, plus de défense, seulement de l'épuisement, et au fond de cet épuisement, quelque chose qu'elle avait essayé d'enterrer pendant 10 ans, mais qui était toujours là, entier et persistant, comme le moineau dans le coin d'un tableau. Elle ne dit rien de plus, tourna la tête vers le plafond, ferma les yeux et cette fois, elle dormit vraiment. Reed resta assis sur la chaise près de la fenêtre, la regardant dormir, regardant sa respiration s'installer dans un rythme régulier, regardant sa main, celle sans la perfusion, se détendre sur le drap blanc, et il se souvint que 10 ans plus tôt, cette main tenait la sienne chaque nuit avant de dormir. Il ne lui tint pas la main cette nuit-là, mais il ne partit pas non plus, et parfois, rester est la seule façon de dire toutes les choses que les mots ne peuvent atteindre. Le lendemain matin, Reed sortit dans le couloir alors que Joanna dormait encore. Il appela Pierce. L'opération est confirmée pour demain matin. Organisez tout. Le chirurgien principal, la salle de réveil ensuite, tout doit être prêt avant 8 heures. Pierce confirma. Reed termina l'appel. Il resta là, au milieu du couloir, le dos contre le mur et ferma les yeux une seconde. 2 nuits sans sommeil commençaient à peser sur ses épaules, pas physiquement. Il était habitué à des nuits plus longues que ça, mais mentalement. Tout ce qui s'était passé la nuit précédente, la voix de Johanna lui racontant les 10 dernières années, Tessa, ces nuits où elle était restée immobile sans oser tousser, tout cela était encore dans son esprit comme quelque chose qu'il ne pouvait pas repousser, même s'il le voulait. Puis il ouvrit les yeux et vit l'homme. Au bout du couloir, à environ 15 pas, un homme se tenait appuyé contre le mur. Ses mains étaient dans les poches de son manteau. Sa posture était décontractée, comme un homme attendant quelqu'un, mais ses yeux étaient tout sauf décontractés. Ses yeux regardaient droit vers Reed. Victor Slade. Reed le reconnut instantanément sans avoir besoin de réfléchir. Ce nom appartenait à la partie de son passé qu'il ne mentionnait jamais dans les conversations ordinaires, mais qu'il n'oubliait jamais non plus. Victor et Reed avaient été du même côté pendant des années, puis ils ne l'avaient plus été. La raison n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est ce que Victor savait exactement qui était Reed, savait comment fonctionnait l'empire de Reed et savait que lorsque Reed utilisait soudainement ses ressources privées, payait les factures de l'hôpital d'une femme inconnue,
l'admettaient dans un hôpital privé du jour au lendemain, la nouvelle se répandrait rapidement dans leur monde. Parce que dans ce monde, tout changement de comportement de l'homme au sommet était un signal, et les signaux étaient toujours lus par quelqu'un. Victor ne bougea pas. Il resta simplement là. Quand Reed commença à marcher vers lui, Victor esquissa un léger sourire, le genre de sourire qui semblerait amical à un étranger, mais Reed savait exactement ce que cela signifiait. Ashford, dit Victor, sa voix désinvolte comme pour saluer un vieil ami. Ça fait longtemps. J'entends dire que tu as été occupé à prendre soin de quelqu'un. Reed ne réagit pas. Son visage ne changea pas. Son pas ne ralentit ni n'accéléra. Il s'arrêta à 3 pas de Victor. Les gens parlent beaucoup ces jours-ci, continua Victor, ses yeux se dirigeant légèrement vers la porte de la chambre d'hôpital, au bout du couloir où Joanna était allongée. Un homme comme toi qui laisse tout tomber, assis dans un hôpital pour une fille du Southside. Les gens commencent à se demander si tu ne te laisses pas distraire. Reed regarda Victor sans ciller, sans serrer la mâchoire, sans élever la voix. Il sortit son téléphone de la poche de son pantalon, composa un numéro, le porta à son oreille. L'appel fut répondu après une sonnerie. Reed prononça 3 phrases. Sa voix était égale, basse, lente. Aucune d'entre elles n'était une question. Toutes 3 c'était des ordres. Il termina l'appel, il remit le téléphone dans sa poche, puis regarda Victor. Tu as 30 secondes, 4 mots. Ni fort, ni faible. Pas besoin de plus car Victor comprit exactement ce que signifiait 30 secondes de la part de Reed Ashford. Ce n'était pas une invitation à partir. C'était un ultimatum. Le sourire disparut du visage de Victor, non pas par peur. Victor n'était pas le genre d'homme à avoir peur facilement, mais parce qu'il venait de réaliser que cet appel n'avait pas été pour Pierce. Il avait été pour quelqu'un d'autre, quelqu'un dont la réponse atteindrait Victor avant qu'il ne puisse quitter le bâtiment s'il ne partait pas maintenant. Victor regarda Reed. Reed le regarda en retour. Il n'y avait rien entre eux que le silence. Puis Victor sortit ses mains des poches de son manteau, fit un léger signe de tête, se tourna et s'éloigna dans le couloir. Il ne regarda pas en arrière. Ses pas étaient réguliers, ni pressés, ni lents. Reed resta là jusqu'à ce que la silhouette de Victor disparaisse complètement au coin de l'escalier. Puis il prit une longue inspiration, la première depuis qu'il l'avait vue, et l'expira lentement. Il se retourna vers la chambre d'hôpital, entra. Joanna était réveillée. Elle était assise, appuyée contre les oreillers, tenant le verre d'eau que l'infirmière avait laissé sur la table de chevet. Quand Reed entra, elle le regarda et elle sut aussitôt. Non pas parce qu'il avait dit quelque chose, il ne dit rien du tout, mais parce que son corps était différent. Sa posture était plus tendue, sa mâchoire était plus serrée que d'habitude. Ses yeux étaient toujours calmes, mais derrière ce calme, il y avait quelque chose qui venait d'être comprimé, plié, mis de côté, mais qui ne s'était pas refroidi. Joanna avait vécu assez près de ce monde pour le reconnaître. Elle n'avait besoin de personne pour l'expliquer. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Rien, » dit Reed, sa voix égale, son visage inchangé. Joanna reposa le verre d'eau sur la table de chevet, le regarda plus longtemps cette fois, pas suspicieuse. Elle connaissait déjà la vraie réponse. Elle voulait seulement voir s'il le dirait. Il ne le fit pas, et cela confirma tout. « Vous vivez toujours dans ce monde, » dit-elle. Pas une question, une affirmation. Reed la regarda. Il ne le nia pas. Il n'expliqua pas. Il ne promit pas de changer. Il dit seulement 4 mots. « Mais je suis là maintenant. » Joanna le regarda, et à ce moment-là, elle le vit plus clairement que jamais. La force qu'elle avait autrefois crainte, le pouvoir qu'elle avait fui pendant 10 ans, venait d'être utilisé pour la protéger. Elle ne connaissait pas les détails. Elle n'en avait pas besoin, mais elle savait que quelqu'un venait de s'approcher trop près de sa chambre d'hôpital et que Reed avait repoussé cette personne avant même qu'elle n'ait eu la chance de le savoir. Elle ne dit pas merci. Elle ne hocha pas la tête. Elle le regarda seulement 1 seconde de plus, puis se retourna vers le verre d'eau sur la table. Mais dans ce seul regard, quelque chose entre eux avait changé. Pas beaucoup, mais assez. Le lendemain matin arriva plus vite que Reed ne l'aurait voulu. À peine la lumière avait-elle commencé à se glisser à travers les rideaux que les infirmières entrèrent pour la préparer. Elles vérifièrent la perfusion, prirent sa tension une dernière fois, tendirent à Joanna le formulaire de consentement pour l'opération. Joanna le signa. Sa main ne trembla pas.
Son écriture était claire et stable, comme quelqu'un qui avait déjà pris la décision et ne permettrait pas à son corps de la trahir. Ils la déplacèrent sur un lit à roulettes. Joanna était allongée là, le drap blanc tiré jusqu'à sa poitrine, ses cheveux soigneusement attachés en arrière. Quand le lit commença à se diriger vers la porte, elle tourna la tête et regarda Reed. Il se tenait près de la fenêtre, au même endroit où il s'était tenu ces 2 derniers jours, comme si c'était le seul endroit de cette pièce qui lui appartenait. Reed. Il s'approcha d'elle rapidement, puis s'arrêta à côté du lit. Joanna le regarda. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, pas de tristesse, seulement de la clarté, de la conscience, comme quelqu'un qui dit la chose la plus importante qu'elle ait à dire et qui sait qu'elle n'aura peut-être qu'une seule chance de le faire. Si je ne m'en sors pas, dit-elle, sa voix égale et douce, dis et Tessa que cette écharpe en laine était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Reed la regarda, droit dans les yeux sans ciller. Tu le lui diras toi-même, dit-il. Joanna le regarda une seconde de plus, puis elle tourna son visage vers le plafond. Elle ne hocha pas la tête, elle ne secoua pas la tête, elle se détourna simplement. Le lit fut poussé dans le couloir. Reed marcha à côté, gardant le rythme jusqu'à ce qu'il s'arrête devant les portes doubles de l'aile chirurgicale. Une infirmière le regarda. Seul le patient peut aller au-delà de ce point, monsieur. Reed s'arrêta, regarda Joanna une dernière fois. Elle ne regarda pas en arrière. Ses yeux étaient déjà fermés. Les portes s'ouvrirent. Le lit fut poussé à travers. Les portes se fermèrent et Reed se retrouva seul au milieu du couloir blanc. Le son des portes qui se fermaient flottait encore faiblement dans l'air, puis s'éteignit. Silence. Le genre de silence qu'aucun appel téléphonique ne peut combler. Il resta là quelques secondes de plus, fixant les portes fermées, puis se détourna, descendit le couloir, trouva une chaise, s'assit, adossa son dos contre le mur, posa les 2 mains sur ses cuisses et attendit. Reed Ashford avait passé sa vie habitué au contrôle. Toute sa vie, chaque problème avait une solution. S'il avait assez d'argent, assez d'hommes, assez de pouvoir, un seul appel téléphonique pouvait déplacer des montagnes. Un seul ordre pouvait changer tout l'échiquier. Mais ici, sur une chaise en plastique dur au milieu d'un couloir d'hôpital, il ne pouvait appeler personne. Il ne pouvait ordonner à personne. Il ne pouvait pas acheter le résultat qu'il voulait. Le cœur de Joanna était sur une table d'opération, et lui, un homme qui tenait un empire entre ses mains, ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir ici et d'attendre. Il ne regarda pas sa montre. Il ne sortit pas son téléphone. Il ne se leva pas pour faire les 100 pas. Il resta simplement assis, ses yeux fixés sur les portes doubles fermées au bout du couloir, et pour la première fois de sa vie, Reed Ashford comprit que le pouvoir ne signifiait absolument rien. 3 heures. 3 heures et 14 minutes pour être exact. Mais Reed ne compta pas. Il resta simplement assis et attendit. Et à un moment donné, au milieu de cette attente, il réalisa qu'il priait. Pas avec des mots, pas par religion. C'était seulement que quelque chose en lui répétait sans cesse une seule phrase. Et il ne réalisa même pas qu'il le pensait jusqu'à ce qu'elle se soit déjà répétée trop de fois. Elle doit aller bien. Elle doit aller bien. Elle doit aller bien. Les portes doubles s'ouvrirent. Le médecin sortit, toujours en tenue de chirurgien. Sa coiffe chirurgicale baissée autour de son cou, son visage calme maintenant, plus tiré comme il l'avait été auparavant. Il regarda le long du couloir, vit Reed et se dirigea vers lui. Reed se leva. Il ne se souvint pas de s'être levé. Ses jambes l'avaient fait avant que son esprit n'ait eu le temps de donner l'ordre. L'opération a été un succès, dit le médecin. La valve a été remplacée. Son corps a bien réagi. Elle a besoin de repos et de surveillance, mais elle va s'en sortir. Reed laissa échapper un souffle. Pas du genre dramatique. Pas du genre où un homme met une main sur sa poitrine et ferme les yeux comme on le voit dans les films. Juste un lent souffle quittant son corps, emportant avec lui quelque chose qu'il avait retenu à l'intérieur pendant les 3 dernières heures, sans réaliser qu'il le retenait. Il hocha la tête en direction du médecin. « Merci. » 2 mots, mais la façon dont il les dit, doux et bas, avec la voix d'un homme à qui on venait de rendre quelque chose qu'il pensait avoir perdu, fit que le médecin hocha la tête en retour et s'éloigna sans rien dire de plus. Reed resta un moment de plus dans le couloir. Pas longtemps, juste assez longtemps pour que sa respiration redevienne normale.
Puis il sortit son téléphone, appela Pierce. Allez chercher Tessa chez Madame Miller. Amenez-la à l'hôpital Sainte-Marie. 4e étage. Pierce ne demanda pas pourquoi. Dans combien de temps avez-vous besoin d'elle ici? Dès que possible. Mais ne vous pressez pas. Laissez-la finir son petit déjeuner d'abord. Compris. Reed termina l'appel, regarda les portes doubles une dernière fois, puis se rassit sur la chaise. Attendit de nouveau. Cette fois, l'attente semblait plus légère. 40 minutes plus tard, une infirmière sortit et dit que Joanna avait été déplacée en salle de réveil. Reed entra. La pièce était plus petite que celle où elle avait séjourné auparavant. Plus calme aussi. Joanna était allongée sur le lit, les yeux fermés, sa respiration régulière. Autour d'elle, le doux bip du moniteur montait et descendait à un rythme stable et régulier. Reed tira la chaise plus près du lit, s'assit et attendit. Cette fois, pas longtemps. Joanna ouvrit les yeux. Lentement, flou, elle cligna des yeux plusieurs fois, puis ses pupilles se focalisèrent, et elle le vit. Reed se pencha en avant. « Tu es toujours là, dit-il doucement. » Joanna le regarda. Ses yeux étaient embrumés par l'anesthésie qui ne s'était pas encore complètement dissipée. Mais quelque part derrière ce brouillard, elle était toujours elle-même. Sa voix était rauque, faible, à peine plus qu'un murmure. Mais chaque mot portait toujours ce même tranchant qui n'appartenait qu'à Joanna. « Je ne peux pas vraiment aller quelque part. Je suis dans un lit d'hôpital. » Reed la regarda. Et pour la première fois en 4 jours, depuis le moment où il s'était arrêté au milieu du festival et avait vu le moineau dans le coin de ce tableau, il faillit sourire. Pas un vrai sourire. Seulement le plus léger mouvement au coin de sa bouche, si petit que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Joanna le remarqua. Elle le remarqua parce qu'elle connaissait ce visage. Elle ne l'avait pas vu depuis 10 ans, mais elle le connaissait encore. « Tu viens de subir une opération à cœur ouvert et tu as encore assez de force pour me lancer une pique, dit-il. Joanna referma les yeux. On m'a opéré le cœur, pour la bouche. Et cette fois, Reed sourit vraiment. Petit, bref, mais réel. Joanna ne le vit pas car ses yeux étaient déjà fermés. Mais si elle les avait ouverts alors, elle aurait vu quelque chose que très peu de gens dans le monde avaient jamais vu sur le visage de Reed Ashford. Du soulagement. Pas le soulagement d'avoir repris le contrôle de la situation. Le soulagement parce que la personne qui lui importait le plus était toujours là. Toujours la langue bien pendue. Toujours têtue. Toujours Joanna. Il se rassit sur la chaise, la regarda dormir. Et cette fois, il se permit de respirer. Vraiment respirer. Parce que quelque part dehors, Pierce était déjà en route pour aller chercher Tessa. Et quand la petite fille arriverait, cette pièce changerait. Tout changerait. Reed entendit ses pas avant de la voir. Des petits pas rapides courant dans le couloir. Le bruit de chaussures en toile frappant le sol de l'hôpital, créant le genre de son que cet endroit n'entendait presque jamais. Le son de la hâte, non pas né de la peur, mais de l'impatience. Il se leva de la chaise et sortit de la chambre et vit Tessa. Elle courait dans le couloir. L'écharpe en laine de couleur crème pliée soigneusement dans sa main. Sa petite boîte de matériel de dessin en bandoulière. Ses cheveux un peu en désordre à force de courir. Ses yeux brillants, fixés sur lui. Pierce marchait derrière elle, à quelques pas. Sa démarche régulière. Son visage toujours illisible. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait la petite fille. Presque de la douceur, bien qu'il ne l'aurait jamais admis. Tessa s'arrêta devant Reed, respirant fort, le regardant. « Ma mère est là ?» demanda-t-elle. Reed hocha la tête. « Ta mère est dans la chambre. Elle va bien maintenant. » Tessa le regarda une seconde de plus, comme si elle avait besoin de confirmer que « bien » ici signifiait vraiment bien. Puis elle se tourna vers la porte de la chambre d'hôpital et la poussa. Joanna était allongée dans le lit, sa tête légèrement inclinée sur le côté, ses yeux fermés. Elle s'était de nouveau endormie après avoir parlé avec Reed. Le sommeil léger de quelqu'un qui vient de subir une opération. Le genre de sommeil que le moindre bruit pouvait briser. Et la voix de Tessa le brisa. « Maman. » Un seul mot. Mais la façon dont Tessa le dit, joyeuse et douce à la fois. Assez fort pour que sa mère l'entende, mais pas trop fort parce que la petite fille savait que c'était un hôpital. Fit que Joanna ouvrit les yeux immédiatement. Et quand Joanna vit sa fille debout au pied du lit, tenant l'écharpe en laine, les yeux brillants,
les cheveux en désordre, portant toujours le manteau qu'elle avait porté au festival, tout sur son visage changea. Disparu. L'épuisement, la douleur, tous les murs, tout cela disparut. Il n'y avait qu'une mère voyant son enfant. Joanna ouvrit les bras. Son bras gauche avait toujours la perfusion attachée, alors elle le leva prudemment. Mais elle ouvrit quand même les deux bras en grand, bien que son corps s'y oppose, bien que l'incision dans sa poitrine tire, bien que chaque mouvement lui coûte quelque chose. Elle ouvrit quand même les bras parce qu'aucune douleur au monde n'était plus grande que la distance entre elle et sa fille à ce moment-là. Tessa courut vers elle, mais quand elle atteignit le côté du lit, elle ralentit, doucement. Elle serra sa mère dans ses bras, mais pas trop fort. Ses petits bras entourèrent le cou de Joanna, la tenant juste assez fermement, comme si elle étreignait quelque chose de précieux qu'elle avait peur de casser. Joanna ferma les yeux. Une main tenait le dos de Tessa. L'autre reposait sur la tête de sa fille, lui caressant doucement les cheveux. Elle ne dit rien. Elle la tenait seulement et respirait. Et à ce moment-là, tout ce que Joanna avait porté pendant 10 ans, chaque nuit où elle était restée immobile, sans oser tousser, chaque facture qu'elle avait fourrée dans le tiroir, chaque mensonge qu'elle avait dit pour empêcher sa fille de s'inquiéter, tout cela en valait la peine, parce que sa petite fille était là, et elle était toujours là pour la tenir. Tessa lâcha la première. Elle recula d'un pas, les deux mains reposant toujours sur le bord de la couverture. Regarda sa mère de haut en bas, et puis sourit. Un large sourire éclatant, sans garde, sans surveillance. Pas le sourire d'un enfant habitué à mesurer chaque situation avant de réagir. Juste un sourire, simple, le sourire d'une fillette de 9 ans qui venait de voir sa mère. « J'ai gagné le concours, maman, » dit Tessa, sa voix pleine d'excitation. « J'ai apporté ça pour toi. » Elle déplia l'écharpe en laine, soigneusement, un pli à la fois. Puis elle se hissa sur la pointe des pieds et la drapa autour des épaules de Joanna, ajustant doucement les deux extrémités jusqu'à ce qu'elles pendent uniformément, puis recula pour l'admirer. Joanna baissa les yeux sur l'écharpe posée sur ses épaules. Sa main toucha la laine. Ses doigts se déplacèrent lentement sur les fils, comme si elle lisait quelque chose tissé à l'intérieur. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle. Tessa hocha la tête, satisfaite. « Couleur crème, ça te va bien. » Joanna regarda sa fille. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle sourit. Le premier vrai sourire que Reed avait vu sur son visage depuis qu'il l'avait retrouvé. Pas un faible sourire, pas un sourire de politesse, un vrai sourire. Parce que sa fille venait d'enrouler une écharpe en laine autour de ses épaules. Une écharpe gagnée au concours de dessin du festival. Et cela seul suffisait à faire oublier à Joanna qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital avec une incision fraîche dans la poitrine. Reed n'était pas dans la chambre. Il se tenait à l'extérieur de la porte vitrée, le dos légèrement appuyé contre le mur du couloir, les deux mains dans les poches de son pantalon. Regardant à travers la vitre, il regarda Tessa placer l'écharpe autour des épaules de sa mère. Regarda Joanna toucher la laine. Regarda les deux se sourire et il n'entra pas. Non pas parce que quelqu'un lui avait dit de rester dehors, non pas parce qu'il se sentait mal à l'aise, mais parce que ce moment, le moment où Tessa drapa l'écharpe sur les épaules de sa mère et où Joanna sourit, ne lui appartenait pas. Il leur appartenait, à elles deux, mère et fille, 10 ans de seulement les deux. Et il n'avait aucun droit de s'immiscer au milieu de ça. Tessa dit quelque chose que Reed ne put entendre clairement à travers la vitre. Joanna hocha la tête et sourit à nouveau. Puis Tessa se retourna. Ses yeux se posèrent sur la porte vitrée et le virent. Reed ne bougea pas. Il ne fit pas de signe de la main. Il ne fit aucun geste. Il resta simplement là. Tessa le regarda. Puis elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, sortit dans le couloir, s'arrêta devant lui. La petite fille ne dit rien. Elle ne demanda pas pourquoi il se tenait dehors. Elle ne l'invita pas à entrer avec des mots. Elle tendit seulement la main, prit la sienne. Sa main était petite et chaude, n'enveloppant que 3 de ses doigts parce que sa main n'était pas assez grande pour tenir toute la main du plus puissant chef de la pègre de Chicago, et elle tira, doucement, mais fermement. Reed baissa les yeux sur la petite main qui tenait la sienne. Puis il regarda Tessa. Elle ne souriait pas. Elle ne dit rien. Elle tira seulement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde,
comme si le fait qu'ils se tiennent dehors était la seule chose stupide qu'elle ait vue de la journée. Reed la laissa le guider. Il franchit la porte, entra dans la chambre. Joanna leva les yeux, vit Tessa menant Reed, sa main toujours enroulée autour de la sienne. Les yeux de Joanna s'arrêtèrent sur la main de Tessa tenant celle de Reed. 1 seconde, 2 secondes. Puis elle leva son regard vers son visage et dans ses yeux, pour la première fois depuis qu'il était entré dans cet appartement du Southside, il n'y avait ni colère, ni peur, ni défense, seulement une chose. La chose que Joanna avait essayé de garder cachée tout ce temps et que sa fille venait de mettre en lumière avec l'acte le plus simple du monde. Elle le laissait rester ici, non pas parce qu'elle lui avait pardonné, mais parce que sa fille l'avait choisi. Tessa s'assit sur le bord du lit, ses jambes se balançant légèrement. Sa boîte de matériel de dessin ouverte à côté de sa cuisse. Elle sortit un crayon et prit la feuille de papier vierge que l'infirmière avait laissée sur la table de chevet, le genre de papier fin utilisé pour écrire des notes médicales. Mais dans les mains de Tessa, cela devint autre chose. Elle commença à dessiner sans dire un mot. Elle baissa seulement la tête, ses yeux concentrés, sa main se déplaçant doucement sur le papier. Joanna était allongée à côté d'elle, tournant légèrement la tête pour regarder sa fille au dessiner. L'écharpe en laine reposait toujours sur ses épaules, les deux extrémités tombant sur sa poitrine, chaude et légère. Elle ne demanda pas ce que sa fille dessinait. Elle le savait déjà car Tessa dessinait toujours la même personne quand elle voulait offrir un cadeau et n'avait rien d'autre à donner. Reed se tenait à côté du lit, à un pas d'elle deux. Il regarda Tessa dessiner, regarda la façon dont elle inclinait le crayon, tirait les lignes de gauche à droite, plus lentement le long des courbes du visage, plus rapidement à travers les cheveux. Ce style, ce trait, cette habitude. Il l'avait vu au festival, l'avait reconnu dans le tableau sur le mur de l'appartement, et maintenant il le revoyait sur une feuille de papier d'hôpital sous la main d'une fillette de 9 ans dessinant un portrait de sa mère. Joanna regarda Reed. Il réalisa qu'elle le regardait, mais il ne se tourna pas tout de suite. Il la laissa regarder d'abord parce que parfois une personne a besoin de regarder quelqu'un quand cette personne ne sait pas qu'elle est observée pour voir ce qu'elle est vraiment. Et ce que Joanna vit à ce moment-là, c'était un homme debout là, regardant sa fille dessiner avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Pas le regard d'un homme en contrôle. Pas le regard d'un homme qui calcule. C'était le regard d'un homme voyant quelque chose qu'il n'avait jamais su avoir jusqu'à ce que cela se tienne juste devant lui. Reed se tourna alors. Ses yeux rencontrèrent les siens. Joanna ne détourna pas le regard cette fois. Elle le regarda longuement en silence. La chambre d'hôpital était calme. Il n'y avait que le bruit du crayon sur le papier et le rythme régulier du moniteur cardiaque derrière eux. Puis Joanna parla. « Je ne vous pardonne pas. » Sa voix était douce, pas en colère, pas froide, seulement vraie, comme une vérité qu'elle devait dire non pas pour le blesser, mais parce qu'elle ne mentirait plus. Ni à lui, ni à elle-même. Reed ne réagit pas. Il ne hocha pas la tête. Il ne baissa pas les yeux. Il ne déglutit pas. Il resta simplement là et attendit parce qu'il savait que Joanna n'avait pas fini. Joanna prit une inspiration, légère et superficielle. L'incision dans sa poitrine lui rappelant encore qu'une profonde inspiration était un luxe. Puis elle parla de nouveau. « Mais je vous laisse rester ici. » Reed la regarda. Elle le regarda en retour et entre eux, à travers un pas et 10 ans, quelque chose s'abaissa. Pas un mur qui s'effondre. Le mur était toujours là, mais une porte venait de s'ouvrir, petite, étroite, juste assez large pour qu'une personne puisse passer si elle baissait assez la tête. « C'est suffisant, » dit Reed. Joanna ne hocha pas la tête. Elle ne sourit pas, mais elle ne détourna pas le regard. Et pour Reed, cela avait plus de poids que n'importe quel pardon n'aurait jamais pu en avoir. « Maman », Tessa leva la tête et tendit le dessin des 2 mains devant Joanna, à hauteur de ses yeux. Un portrait de Joanna souriant. Le sourire que Tessa venait de voir quand elle avait enroulé l'écharpe autour des épaules de sa mère. Le sourire qu'elle avait réussi à mémoriser et à mettre sur papier avant qu'il ne puisse disparaître. Et dans le coin inférieur droit du portrait, petit et simple, fait de seulement quelques traits de crayon, se trouvait le moineau. Joanna regarda le dessin, regarda son propre sourire sur le papier, regarda le moineau dans le coin, puis regarda sa fille. « C'est magnifique, ma chérie, » murmura-t-elle. Tessa sourit.
Reed regarda le dessin, regarda le moineau dans le coin, le moineau que Joanna avait signé dans le coin de chaque tableau 10 ans plus tôt, le moineau que Tessa avait hérité sans savoir ce qu'il portait avec lui. Le moineau qui, ce soir-là, au milieu du festival d'automne, avait fait s'arrêter ses pieds avant que son esprit n'ait compris pourquoi. Et cette fois, Reed sourit. Cette histoire nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans ce que vous contrôlez. Elle réside dans ce que vous choisissez de protéger. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent l'entendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui a besoin d'une histoire chaleureuse aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les meilleures histoires chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez avec nous les émotions qui ont surgi du plus profond de votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et chérissons chaque mot que vous partagez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix et le bonheur chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins de divertissement. Tous les personnages, événements et situations de l'histoire ne sont pas réels et ne représentent aucune personne ou événement réel.